passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Est-ce que c'est pas une bonne soirée? Si on n'a pas passé un beau petit samedi soir, franchement. On s'est régalé. Ce fut un match assez compliqué à démarrer. On a vu une première mi-temps assez complexe. Et finalement, ça s'est bien terminé pour nous. Je l'avais dit dans l'avant-match, je sentais en tout cas que ce Classico allait être particulier. Ça allait être une soirée spéciale. On sentait un Vinicius proche de son ballon d'or. Lui qui a tenté quelques gestes techniques, mais qui a la plupart du temps assez échoué, on va dire, dans tout ce qu'il a fait. C'était le premier Classico d'Mbappé aussi qui a pu célébrer un but hors jeu. Il a été une cinquantaine de fois hors jeu. Il a pu en profiter aussi pleinement, j'imagine. Il a fait sa célébration, le pauvre. Enfin, un peu de peine parce que on a vu un Mbappé qui s'attendait pas à marquer, quoi. Il a marqué, il était comme un foufou, il courait. Vamos, il criait Vamos, allez les bleus. Non, c'est vrai, non, Real Madrid. Et il est parti pour faire un saut, et puis après finalement il a fait sa célébration. On le sentait pas trop à l'aise. Il n'y avait pas de fluidité dans ses mouvements de célébration. Il a fait un petit truc comme ça, et puis après il s'est pris une clim. Non, il n'y aura pas but, il y a eu hors-jeu. Ce n'est plus le FC Barcelone, c'est le FC hors-jeu. FC ligne haute. Cette fameuse ligne haute qui faisait débat chez les supporters depuis un bon petit moment. Forcément, il y en avait qui craignaient ça, qui craignaient ces équipes comme le Bayern, comme le Real Madrid, avec des joueurs très rapides qui peuvent partir dans le dos. Mais ça a tenu, encore une fois, un Barça qui s'aligne encore une fois parfaitement, qui met tout le temps hors jeu, quasiment tout le temps. Et quand les joueurs ne sont pas hors jeu, eh bien c'est Iñaki Peña, les amis. Qui l'eût cru? Est-ce que je l'avais pas dit aussi, ça? Est-ce qu'on n'en avait pas parlé dans l'avant-match de Iñaki Peña? Ou alors c'est dans le live d'avant-match, je sais plus. J'ai dit Iñaki Peña, et si c'était pas le petit moment aussi, Hansi Flick, il arrive à lui donner la petite confiance. C'est ce qu'il a fait avec certains joueurs. Des mecs comme Casado, il les a mis très à l'aise. Marc Bernal aussi, qu'il avait mis à l'aise en début de saison, avant qu'il ne se blesse. Il y a certains joueurs comme ça qui ont été mis en confiance par le coach et qui ont pu performer vraiment au haut niveau. Et on s'est dit, cette petite confiance donnée à Iñaki Peña, peut-être qu'au bout d'un moment, elle va payer, et qui sait. Et il attendait le Classico, lui, Iñaki. Il a sorti son match référence au Barça. Qui pouvait s'attendre à une aussi belle performance d'Iñaki Peña, qui certes a encaissé 2 buts de Mbappé d'ailleurs, 2 buts hors jeu. Voilà, ça aurait pu être pire, mais pas de but encaissé. Quelques arrêts aussi à son actif, quelques bonnes sorties bien senties. Franchement, c'était un bon Iñaki Peña ce soir, qu'on a senti un peu plus à l'aise dans son rôle. On va voir, on verra pour la suite. Le principal est là, la victoire 4-0. La dernière fois qu'on avait battu le Real au Bernabéu, c'était aussi un 4-0. Il y avait aussi un doublé de la part d'Aubameyang. Cette fois-ci, c'est Lewando qui a remplacé ce bon vieux Pierre-Emerick. Plus de boule de Dragon Ball Z, mais plutôt un truc un petit peu met les points, super-héros, je sais pas exactement. Mais c'est tout aussi beau. Donc un Barça qui a eu un peu de mal en première mi-temps. On l'avait dit, un Barça en confiance. Franchement, j'avais assez de confiance en ce Barça-là pour aller chercher la victoire. Je les voyais au-dessus d'un Real Madrid. Mais comme je l'ai dit aussi, le Real Madrid qui est imprévisible, on ne sait pas où ça peut aller. Le Barça qui peut très bien ouvrir le score, avoir 2 buts d'avance, et d'un coup le Real qui se réveille, qui marque un but, 2 pénaltys, 3 pénaltys, 4 pénaltys. On ne sait pas ce qui peut se passer, il peut se passer tellement de choses. Et voilà, ça peut s'enflammer un petit peu comme ça, surtout que la première mi-temps, il y a 0 maîtrise de chaque côté des deux équipes, 0 maîtrise. Un match de ping-pong, vraiment ça allait, il y avait une intensité assez folle et ça attaquait des deux côtés, ça partait en cavale, mais il n'y avait pas vraiment ce tempo qui était géré. Pas en tout cas de la part du Barça. On sait que le Real Madrid c'est une équipe qui n'a pas tendance à gérer le tempo, mis à part des mecs comme Kroos, Modric. Kroos qui est parti, Modric était sur le banc au début du match. Donc on savait que ça allait être un petit peu foufou. Pedri a posé le pied sur le ballon en deuxième mi-temps et c'était son match, c'était son stade, c'était sa ville. Tout ce que vous voulez, c'était son ballon. En tout cas, il a décidé du sort du match à lui tout seul parce que c'est lui qui maîtrisait ce match. C'est lui le chef d'orchestre de cette équipe. C'est Pedri. C'est peut-être un des meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. Un Pedri, quand il est dans cette forme-là, il est inarrêtable. Il est tellement juste techniquement, tellement intelligent balle au pied, tellement tout en fait. Même à récupérer des ballons, à gratter, à faire les efforts encore, il était partout. Il était partout Pedrito. Et avoir un Pedri comme ça sur le terrain, ça ne peut que t'avantager. Comment parler de ce match-là sans parler de Marc Casado? Marc Casado qui a sorti encore un gros match, encore peut-être un match référence aussi. Après sa masterclass contre le Bayern, il nous sort un très gros match là contre le Real Madrid. Une passe D pour Robert, plein axe, digne de Kimmich. Aller chercher Kimmich? Non. On a Casado, on va se débrouiller avec ça. Et je pense qu'on est quand même bien lotis. Donc comme je le disais, il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour trouver une solution, pour que le match se débloque un petit peu aussi. L'entrée de Frenkie de Jong aussi. Fermin Lopez qui a été
un peu trop brouillon en première mi-temps. Franchement, la première mi-temps, elle était pas folle. On va pas se mentir, la première mi-temps, moi, j'ai pas pris énormément de plaisir. Un Fermin trop brouillon, comme je l'ai dit. En fait, mis à part vraiment Pedri et Casado, qui étaient vraiment au-dessus des autres, Lewandowski un petit peu trop invisible, un Rafinha aussi, et un Lamine Yamal qu'on n'a pas senti au rendez-vous. Alors, Lamine Yamal finit avec un but incroyable, une célébration qui restera probablement dans l'histoire, un petit peu genre, je suis chez moi ici, tu vois. On sait que le Bernabéu, c'était un petit peu la pelouse, même beaucoup le jardin de Léo Messi. On verra si l'histoire se répète avec Lamine Yamal, mais en tout cas, il a passé son message. Mais en première mi-temps, ouais, un Lamine Yamal un peu en dessous, Lewandowski aussi, Rafinha, beaucoup dans les efforts, mais pas assez dangereux offensivement. Un Baldé aussi que j'ai trouvé pas forcément fou en première mi-temps, beaucoup mieux en deuxième, surtout qu'il a fait un centre, les amis, il a réussi un centre et ça a fait but. Derrière, c'est magnifique, on peut le célébrer comme un trophée, ça. Personnellement, c'est pas pour me moquer de Baldé, mais c'est vrai que ses centres sont de très mauvaise qualité généralement. Et là, il réussit un centre, c'est téléguidé, c'est déposé sur la tête de Lewandowski, il met une très belle tête aussi. C'est pas évident de mettre une tête comme ça quand tu sautes très haut, tout ça. Il la croise parfaitement pour le doubler, c'est magnifique. Donc Mbappé, pour son premier Classico, sera passé totalement à côté, voire hors jeu même. Vinicius, qui va recevoir son ballon d'or lundi, sera aussi passé un petit peu à côté de son match, même si ça reste le joueur le plus dangereux. Mais comme je l'ai dit, Koundé aussi a fait un gros match. Iñaki Peña a fait des parades, mais la défense, faut la mettre à l'honneur aussi parce que c'est pas évident de jouer aussi loin de ses cages, de s'aligner, de jouer le hors-jeu à 50 mètres de tes cages. C'est évident pour aucun défenseur et tu n'es pas forcément à l'aise à jouer comme ça, sachant que tu as tout le temps la peur, entre guillemets, que un mec comme Mbappé et Vinicius, qui courent très très vite, partent dans ton dos, face à Iñaki Peña. Alors bon, il a sorti les parades, mais ça peut être très dangereux évidemment. Donc en tant que défenseur central, tu peux pas être très à l'aise avec ça. Mais t'es un petit peu forcé, c'est comme ça, c'est notre manière de jouer depuis cette saison. Ça fonctionne très bien, c'est très risqué certes, mais qu'est-ce que ça marche? Et qu'est-ce que c'est ultra aussi bien réalisé de la part de Inigo Martinez, de Koubarsi, qui ont encore une fois fait leur match, de la part de Koundé, de Baldé, qui sont toujours plus ou moins bien alignés. Alors il y a des moments où il y a moments de flottement, mais la plupart du temps, c'est ultra bien aligné et c'est vital. C'est vital à cette équipe. Et ça, il faut le mettre aussi en lumière. Oui, on joue risqué, oui, ça aligne, oui, ça peut être dangereux, oui, on peut encaisser 4 buts par match si on fait pas attention, s'il y a une erreur, voilà. Ça, c'est sûr. Mais ça fonctionne très bien et c'est ultra bien fait. Donc, il faut vraiment mettre à l'honneur aussi ces défenseurs parce que sans cette défense qui s'aligne aussi haut, le reste ne fonctionnera pas, le reste ne pourra pas suivre. Le pressing, tout ça, le bloc qui joue très très haut, tout ça, ça s'est mis en place pour que l'équipe adverse, elle soit la moins dangereuse possible. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Donc c'est un grand bravo au coach évidemment qui a mis en place ça, mais aussi aux joueurs dans l'exécution, c'est très bien fait, très très bien fait. Que dire de Rafinha? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment, on en a déjà parlé, donc on va pas se répéter non plus 50 fois, mais la transformation de Rafinha, qui part seul au cash, qui fait un lob et tout, mais quel est donc ce joueur? Qui es-tu? Rendez-nous Rafinha, enfin non, ne nous le rendez pas justement, mais est-ce que c'était du coup on n'avait pas le vrai Rafinha? Est-ce que Rafinha est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est presque surnaturel. À quel point Rafinha est passé d'un mec qui était parfois brouillon et pas très à l'aise dans certaines séquences où il pouvait des fois faire un petit peu n'importe quoi, tirer à côté. Et là, on a un Rafinha qui est tellement froid, c'est tellement un tueur. Il est tellement en mission. C'est fou à quel point le mental est important dans le foot. On le voit avec Mbappé actuellement et on le voit avec Rafinha actuellement. C'est un peu les deux faces d'une même pièce. Mais Mbappé qui est pas du tout bien mentalement depuis un certain temps maintenant et on le voit dans ses il n'y a pas que le physique qui compte, il y a aussi le mental et on voit que ça ne marche pas très bien pour lui, que voilà, il ne peut pas exploiter pleinement son talent on va dire parce qu'il y a ça aussi, peut-être qu'il est pas bien dans sa tête. Et Rafinha c'est ça aussi quoi. À quel point le joueur est tellement en confiance qu'il réussit tout ce qu'il fait et à quel point il peut être dangereux. Et on commence à plaisanter avec Rafinha Ballon d'Or. Mais la saison qu'il est en train de pondre, Rafinha, c'est une saison digne de Messi. Rendez-vous compte les amis, en termes de stats, Rafinha, en termes de stats, actuellement, il est sur les traces d'un Lionel Messi Prime. C'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. On pourrait dire, ouais, Rafinha, on pourrait rigoler avec ça. Certains pourraient rigoler, oui. Des Madrilènes pourraient venir rigoler, dire Rafinha Ballon d'Or, jamais de la vie, machin. Même nous, il y a quelques mois en arrière, on va me dire Rafinha Ballon d'Or. Je vais rigoler. Mais là, pour le moment, à l'instant T, il est en train de démarrer une saison où il est sur des stats de Lionel Messi. Et s'il continue la saison comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Attention aux adversaires. Donc on envoie encore une fois un message. On avait peur de ce retour de trêve, les amis. Séville, Bayern,
Real Madrid, une semaine, on enchaînait 3 matchs assez costauds. Séville paraissait un peu plus facile parce que c'était Séville et que de l'autre côté il y avait le Classico quand même. Ils sont pas les mêmes matchs en termes d'intensité, de pression, tout ça. Le Bayern aussi, c'est la Ligue des Champions, c'est le Bayern, la bête noire, tout ça. En 3 matchs, on a mis 13 buts. En 3 matchs, on a mis 13 buts. Et on a encaissé 2 buts. Franchement, s'il y a besoin de parler, on pourrait dire juste ça. On pourrait dire juste ça. Si on devait résumer cette semaine-là, qui est assez folle au final, on pourrait résumer comme ça. 3 matchs, 13 buts, 2 buts encaissés. On vous laisse là-dessus les amis, allez vous régaler. Donc le Real n'aura jamais réussi à revenir, malgré une folle remontada contre le Dortmund cette semaine. On s'est dit jusqu'au bout, il faut faire attention, le Real Madrid on connaît, ils peuvent sortir d'un coup de leur chapeau, je ne sais où, de la magie on va dire, et revenir d'entre les morts. Et pas cette fois-ci, le Barça était beaucoup trop supérieur. Ce soir en tout cas, ils ont été nos petits, tout simplement. On les a humiliés à la maison, ça faisait longtemps qu'on les avait pas humiliés à la maison, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va pouvoir dormir sur nos 2 oreilles, amis. Sur Instagram, je vais mettre une boîte à questions en story. Et j'y répondrai lundi probablement. Demain, on va faire l'analyse. On sortira la petite analyse de ce match-là. Comment le Barça a battu le Real. Comment on s'y est pris pour attaquer. Parce que c'était pas évident quand on voit la première mi-temps. On avait très peu de solutions. Peut-être l'entrée de Frenkie de Jong aussi a tout changé. C'est possible. On l'attendait pas le Frenkie, on attendait plus un Dani Olmo et finalement... il a fait plutôt du bien. On se retrouve demain les amis. Bonne soirée à tous.